Je me présente. Je suis un livre et je suis vivant. Je m'appelle le livre du voyage. Je peux, si vous le souhaitez, vous guider pour le plus léger, le plus intime, le plus simple des voyages, puisque nous allons vivre quelque chose de fort ensemble. Permets-moi tout d'abord de te tutoyer. Bonjour lecteur, tu me vois, je te vois aussi. Tu as un visage lisse, aux yeux humides. Et moi, je te présente ces pages de papier recouvertes de petits caractères qui forment ma figure pâle. Notre contact s'est aussi établi au niveau de la couverture. Je sens tes doigts contre mon dos, tes pouces contre mes deux tranches. Ça me chatouille un peu d'ailleurs. Il est temps de pousser plus loin les présentations. Je m'appelle le livre du voyage, mais tu peux aussi m'appeler ton livre. Que je te mette à l'aise, je ne suis ni un livre mystique, ni un livre de sagesse, ni un livre d'hypnose, ni un livre de méditation. Je ne suis pas non plus un livre visant à t'enrouler dans une secte, un parti politique, une philosophie ou une pensée New Age. Ce n'est pas mon genre. Renonce à me mettre une étiquette et prends-moi tel que je suis. Un livre de voyage. La particularité de ce voyage, c'est que tu en es le héros principal. Tu l'as déjà été. Mais c'était jusque-là, comment dire, plus indirect. On ne te l'avait pas signalé, mais Jonathan Livingston, du roman de Richard Bach, c'était déjà toi. De même que le Petit Prince de Saint-Exupéry, l'homme qui voulut être roi de Kipling, le prophète de Khalil Gibran, le Messie de Dune et Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Ces héros étaient encore et toujours toi. Mais ce n'était pas ouvertement exprimé. Moi, le livre du voyage, je n'ai pas cette pudeur ou cette délicatesse. Au risque de te choquer, je ne te donnerai qu'un nom. Toi. Car toi seul accomplis quelque chose ici et maintenant. La lecture. Et puis, tu es aussi le maître de ce voyage. Mon maître. Durant cet envol, moi, je ne serai là que pour te servir et être ton petit guide d'encre et de papier. Dans mes pages, tu ne trouveras pas toutes les métaphores habituelles, ni les personnages que tu rencontres dans les romans ordinaires. Tu ne pourras pas te prendre pour le chef des pirates, le roi des marécages, le maître des lutins, le magicien de la forêt, le banni de retour, le savant incompris, le détective alcoolique, le musicien génial ou le mercenaire solitaire. Tu ne pourras pas te prendre non plus pour la princesse charmante, la mère courageuse, l'infirmière espionne, la reine des fantômes, la déesse manipulatrice, l'étudiante fleur bleue, la femme vampire, la
prostituée au grand cœur, l'actrice des jus, la sorcière géniale ou l'ethnologue solitaire. Tu ne pourras te prendre que pour toi-même. Désolé. Je crois qu'un bon livre est un miroir où tu te retrouves. Dans mes pages, tu ne rencontreras pas non plus de ces somptueux méchants qu'on rêve de voir décapités à la fin, tripes fumantes à l'air, en expiation de leurs crimes ignobles. Pas de traîtres inattendus, pas d'amis décevants, pas de tortionnaires sadiques. Il n'y aura pas de vengeance spectaculaire, ni de coups de théâtre inattendus, aucun innocent à libérer, aucune cause désespérée à défendre devant des jurés sceptiques, pas d'assassin à découvrir parmi une liste de suspects, aucun trésor enfui à déterrer avant que la bombe à retardement branchée sur la minuterie du four à micro-ondes ne se déclenche. Il faudra que tu t'y fasses. Il n'y aura pas de ces drames d'amour poignants qui finissent bien ou mal selon les humeurs personnelles de l'auteur et ses démêlés avec sa dernière muse. Il n'y aura pas non plus de ces longues phrases tarabiscotées qui sont très décoratives mais dont on ne démêle pas très bien le sens. Des petites phrases courtes te transmettront l'information telle qu'elle. Comme ça ou ça. Je peux même faire encore plus court. Tiens, ça. Et chaque fois, on reviendra à la ligne. Lis-moi comme un conte. C'est ainsi que je serai le plus caressant à tes pupilles. Certes, je sais que je ne suis qu'un objet. Pourtant, il ne faut pas que tu me sous-estimes. Parfois, les objets peuvent venir en aide aux êtres dotés de conscience. Parfois, les objets sont vivants. Je suis ton livre et je suis vivant. Je ne suis formé que de fines tranches de cellulose provenant des forêts norvégiennes. Ces mots ne sont que des signes tracés à l'encre de Chine, extraite de quelques pieuvres asiatiques malchanceuses. Cependant, la manière dont ils sont agencés pour former des phrases et la manière dont ces phrases peuvent chanter à tes oreilles sont capables non seulement de changer ta perception de cet instant, mais de te changer toi. Et donc, de changer le monde. À partir de maintenant, je te propose de me percevoir non plus comme un long déroulement de mots et de virgules, mais comme une voix. Écoute la voix du livre. Écoute ma voix. Bonjour. Selon ta manière de m'appréhender, je peux être rien, juste un morceau de carton et de papier, pratique pour caler les armoires. Je peux être beaucoup si tu le désires, quelque chose que tu pourras consulter sans cesse où que tu sois, quelque chose qui ne te laissera jamais ni seul, ni sans sortie de secours. Un ami de papier. À toi de choisir ce que tu feras de moi. Si j'ai un conseil à te donner, profite, abuse de moi. Mon seul souhait est de te faire du bien. Mais si tu n'es pas capable de recevoir mes bienfaits, ne t'inquiète pas. Même si tu ne m'accordes aucune importance, même si tu me déchires, me brûles, me noies, même si tu m'oublies dans une bibliothèque, je suis douée d'ubiquité. Ailleurs, quelqu'un saura m'apprécier et profiter de mes largesses. Le fait de m'avoir acheté te donne certes des droits. Le fait d'exister auprès des milliers d'autres
J'attends de toi que tu te laisses complètement aller et que tu abandonnes un moment tes soucis quotidiens. Si tu n'es pas prêt, mieux vaut nous séparer tout de suite. Si tu te sens mûr pour sceller ce contrat, il va falloir que tu accomplisses un geste. Un tout petit geste de rien du tout, mais qui pour moi aura une valeur d'engagement. Tu tourneras la page quand tu auras lu la phrase. Alors, tu y vas. Si tu accomplis cet acte, je considère le contrat signé. Ne t'engage que si tu souhaites très fort qu'il se produise quelque chose entre nous. Ce qui arrivera ensuite ne dépend que de toi. Je vais te suggérer une odyssée, mais toi seul pourras lui permettre d'exister. C'est ta volonté de te faire plaisir qui en sera le moteur. C'est ton imagination qui bâtira les décors suggérés par mes mots. C'est ta capacité à comprendre les autres qui tissera la psychologie des personnages. Je ne suis qu'un assistant, un infime guide au voyage. Si tu tournes la page, on tente l'expérience ensemble. Alors, on y va. Merci de ta confiance. Bien, il faut tout d'abord te préparer au voyage. Nul besoin de valise, de passeport, de lunettes de soleil, de crème solaire, de maillot. Mais comme pour décoller en avion, il va te falloir choisir une piste dégagée et un instant propice. Ton lieu de décollage, le lieu où tu vas me lire, sera un lieu de quiétude. Il faut que cet endroit soit rempli de bonnes ondes. C'est peut-être ton appartement, un café, une bibliothèque, ton lieu de travail, ton lieu de vacances, ou bien un wagon de métro, un bus, un train, un avion ou un bateau. Cet endroit doit être suffisamment éclairé, suffisamment aéré, suffisamment silencieux pour que tu l'oublies. Passons maintenant au siège. Il faut trouver un fauteuil confortable où aucun muscle ne sera froissé, aucune articulation tordue, où il n'y aura plus dans ton corps la moindre tension. Un hamac serait l'idéal, ou un divan rembourré dans lequel tu t'enfoncerais complètement, ou le moelleux d'un gazon fraîchement
Sens ta respiration devenir plus fluide, telle une vague te balançant d'avant en arrière. En avant, tu inspires. En arrière, tu expires. Quand tu inspires, visualise le sang qui surgit de tes extrémités, qui remonte les capillaires, les veines, les artères, jusqu'à ton cœur. Milliers de ruisseaux rouges qui se transforment en petits fleuves moutonnants. Ton cœur les aspire et fait de pompes, ça pulse. Quand tu expires, perçois ton cœur qui repousse le sang vers tes poumons. Tout le stress et le gaz carbonique ressortent à travers ton souffle. Ça fuse. Inspire. Et expire. Nettoie ton sang. Charge-le d'air pur. Charge-le d'énergie. Inspire. Expire. Ton corps n'est plus que cette vague souple et lente qui te berce mollement. En avant, en arrière, ta mâchoire se décrispe, tes paupières battent plus lentement. Tu te détends encore un peu plus. Maintenant que tu es apaisé, tu vas profiter de cet instant de totale relaxation pour t'envoler. Imagine un rayon de lumière qui part de ton nombril. Sens ce rayon d'énergie qui chauffe ton ventre et monte vers le plafond. Laisse-toi guider par ma voix. Là, je suis là, à côté de toi, et je ne te quitte pas, tout va bien. Laisse ton esprit se détacher de ton corps, comme un papillon se libérant de son enveloppe de chenilles. Imagine-le, ça suffit. Tu n'as pas à avoir peur. Il ne s'agit pas d'un vrai décollage, mais d'une simple escapade de l'esprit. Tu restes, quoi qu'il arrive, le maître de ce livre, et donc de tout ce qui pourra s'y passer, strictement de tout. Quand ce sera fini, tu te souviendras de chaque instant. Il n'y a rien de grave dans ce voyage. Nous sommes juste deux copains en balade. Tu me suis? Alors, viens mon lecteur. Sens ton esprit doucement s'affranchir de son corps. Regarde-toi de l'extérieur. Regarde le type qui lit un livre. C'est toi. Et l'autre qui le regarde, c'est aussi toi. C'est ça le vrai détachement, quand on s'observe de l'extérieur.
Tu montes le long de ce rayon. Bravo! Tu vois, ce n'est pas plus compliqué que ça. Ton esprit est tellement puissant qu'il peut se permettre d'accomplir beaucoup de choses auxquelles tu n'as pas pensé. Et continue de monter pendant qu'on parle, ne t'arrête pas. Regarde-toi, regarde tout en bas, le toit en train de lire. Tu vois, il n'est pas du tout gêné par ton évasion spirituelle. Il lit. Et toi tu voles. C'est parfait. Élèvons-nous. Si un plafond te barre la route, n'aie pas peur. Ton esprit le traversera sans effort. De même que l'appartement de ton voisin du dessus et son corps, son chien, sa femme, son réfrigérateur, son plafond, tes autres voisins et le grenier. On monte encore. Nous voici sur le toit. Tu te débrouilles pas mal pour un premier décollage. Tu vois, ton esprit peut tout. Le problème, c'est qu'en général, tu ne l'utilises pas assez. Alors moi, je vais t'aider à explorer quelques-unes de ces possibilités les plus étonnantes. Tu me demandes pourquoi tu n'utilises pas assez ton esprit. Entre nous, je pense que c'est parce que tu te sous-estimes. En fait, tu te prends pour quelqu'un d'ordinaire. C'est une question de confiance en soi. Peut-être qu'avant moi, personne ne s'était soucié de relever ce qu'il y a de plus intéressant chez toi. Je crois que vous les humains, vous êtes tous un peu jaloux les uns des autres. Alors vous ne vous incitez pas mutuellement à montrer vos meilleurs côtés. C'est plutôt le clou qui dépasse attire le marteau. En fait de dépassement, nous voici bien assez haut. Observe tout en bas ta maison, le lieu où tu es en train de me lire. Drôle d'impression, hein? Envoie de là-haut une onde bienfaisante à ton corps matériel. Dis à ton corps que tu ne seras pas long, que tu reviens bientôt. Dis-lui de continuer à respirer tranquillement. Ce n'est qu'une promenade d'une petite heure. Ça y est, bon, ce n'est pas tout, mais on continue de monter. Le monde de l'air, ton voyage dans le ciel. Tout est bleu clair et blanc autour de nous. Tu entends une musique sur un accord de do. Les instruments sont essentiellement des instruments à vent. Orgue, flûte, cor. Cela fait penser un peu à du Bach. À force de monter, on est très haut dans le ciel. Là, on est assez haut. Tu peux lâcher le rayon de lumière. Lâche, tu ne tomberas pas. Je te l'ai déjà dit, ce n'est que ton esprit qui voyage. Il n'y aura pas de dommages. Quoi, tu veux des ailes? Si ça peut te rassurer, regarde à gauche et à droite sur tes épaules. Oui, ces longs trucs souples, ce sont tes ailes. C'est très pratique. Vas-y, agite-les rapidement. Ça te maintiendra en altitude. Pour toi, ces ailes sont trop petites. Je vais donc te transformer un peu. Voyons, tends tes ailes. Je vais te faire du sur-mesure. Je te transforme en aigle transparent. Ce n'est pas suffisant. Tant pis, je ne lésine pas. Hop, je te transforme en albatros transparent. Cette fois, ça devrait aller. Tu as belle allure ainsi. Ce corps est peut-être plus lourd et vire moins vite que celui des aigles, mais il va te permettre d'effectuer de longs vols planés et de monter plus haut dans le ciel. L'albatros est le vaisseau idéal des nuages. Allez, vole. Apprécie d'être rien qu'un instant, par l'esprit, un oiseau. Sens tes ailes, sens ton envergure, sens la caresse du vent sur tes rémiges souples. À l'avant.
suffire automatiquement. Mets un peu de poids sur ton aile droite. Joli mouvement. Tu peux accomplir toutes les figures aériennes acrobatiques que tu souhaites. Il n'y a strictement aucun risque de t'écraser. Voilà, pas mal. Il me semble que tu deviens à l'aise dans ta peau d'albatros. Je suis assez impressionnée. Je pensais que tu serais plus long à t'y faire. Oui, bien sûr, je sais qu'on peut voler à l'envers. Oui, la tête en bas aussi. Pff, ça vient pour la première fois voler dans le ciel et ça croit tout inventer. Mets un peu de poids vers l'avant. Tu as vu, ça fait un piqué. En arrière, un looping. Redresse le cou pour parachever ta courbe. Soigne ta trajectoire. Essaie d'être beau quand tu voles. Allez, viens, on va commencer par monter sur les nuages. Tu es au-dessus des nuages, tu as vu. Les nuages sont extraordinaires. Ils forment un plancher de coton. Tu peux y laisser traîner les pattes. Devant, tu vois le soleil rougeoyant posé sur ces nuages comme une pastèque immense sur une table sans fin. C'est beau vu d'ici, non? Les nuages, tu ne l'avais jamais remarqué, ont leur langage. Un langage de forme en mouvement. Une perpétuelle recherche de la forme idéale. Les nuages. Les rayons rouge-orangés du soleil couchant se reflètent sur le duvet transparent de ton visage et sur les plumes de tes longues ailes. Tout en bas, le vent a joué avec le plancher nuage, y a laissé un accroc. Tu vois à travers ta toute petite ville et tu la salues. Allez, on bouge, on va vers le soleil avant qu'il ne se couche complètement. Cap vers l'ouest. Rendons visite à la planète. Rendons visite à ta planète. Tu replies tes ailes transparentes. Piqué serré, arrivé en bas, tu reprends ton assiette et tu te stabilises. Nous passons au-dessus de l'océan, étendue noire, vert et bleu marine. Oh, tu as vu ces îles? Approchons. Ce sont des baleines, un groupe de baleines blanches. L'une d'elles lâche de la vapeur. Je ne sais pas si elles nous ont repérés, c'est possible. Tu sais, les baleines sont très sensibles. Elles peuvent percevoir notre présence intuitivement. Tiens, écoute-les chanter. Je crois bien qu'elles nous ont sentis. Elles s'enfoncent sous l'eau. Attention, le temps se gâte, une tempête se lève. Les nuages deviennent anthracites. En un instant, l'océan tranquille devient furieux. N'aie pas peur, ce n'est que de l'air et de l'eau en mouvement. Des colonnes d'eau s'élèvent, puis laissent retomber des dentelles de mousse. Avec ses cieux sombres et ses reflets mordorés, l'océan a bien changé. Et tu as vu le petit point là-bas? C'est un voilier secoué par la tempête. À l'intérieur, je ne te dis pas à quel point les navigateurs doivent être malades. Dire qu'ils rêvaient d'un beau voyage. Bon, mais il ne faut pas se moquer. Il ignore qu'on peut voyager comme ça rien que par l'esprit. Viens, on va leur rendre visite. Écoute-les, ils se disputent. C'est un peu normal. Vous, les humains, dès que vous êtes réunis en un lieu exigu, vous finissez toujours par vous taper dessus. Non, je ne critique pas, je constate. Lors d'une réunion des grands livres classiques, il paraît que certains romans ont évoqué la possibilité que vous ne soyez pas des animaux sociaux, mais plutôt des animaux solitaires,
émettent une énergie que maintenant tu arrives à discerner. Des volcans. À travers leur lave rougeoyante et chaude, tu perçois le sang de la planète Terre, Gaïa. Ta planète est vivante et son sang de lave est bouillant. Tu peux t'approcher de l'un de ces volcans. Immense, il t'apparaît comme une bouche. La terre te parle. Elle émet un son grave continu que tu ne comprends pas. C'est un son tellement lourd et subtil que tu ne ressens que ton incapacité à le saisir. Ce premier rendez-vous avec ta planète est raté. Mais que espérais-tu? Tout comprendre dès la première rencontre? Salue donc le volcan et reprends ton vol. Nous allons vers le continent. Voilà un port, une immense ville moderne. Survolons-la. Les buildings aux angles droits forment d'indestructibles monolithes. Des troupeaux de voitures fébriles foncent puis s'arrêtent au feu rouge puis foncent à nouveau. Des troupeaux de piétons inquiets foncent puis s'arrêtent au feu vert puis foncent à nouveau. Ils se croisent dans les avenues, ils se bousculent, se frôlent, s'évitent de justesse. De là-haut, cela forme comme un réseau sanguin. Les villes aussi sont vivantes. Elles suent de tous leurs pores des vapeurs d'essence. Dans les étages élevés, tu vois des oisifs penchés aux fenêtres, une tasse de café à la main, qui regardent comme toi dans la rue. Des couples s'embrassent dans les jardins publics. Des enfants jouent en criant. Des joggeurs courent. En banlieue, d'immenses usines vomissent en cadence des tonnes d'aliments standardisés qu'on entasse dans des camions. Dans les quartiers résidentiels, les gens avalent des tranquillisants pour tenir bon. D'autres restent le regard fixe devant la télé. C'est ton monde. À un coin de rue, une fille est en train de se shooter à l'héroïne. Descendons. Regarde son visage. Cette fille est complètement en fin de parcours. En fait, elle essaie de faire comme toi. De faire sortir son esprit de son corps pour s'envoler. Mais elle se trompe de technique. Elle croit que le poison dans son sang provoquera cette si douce séparation de l'âme et du corps. Regarde, son esprit ressemble à une mouette engluée dans du mazout. Elle ne peut ni s'envoler, ni même déployer ses ailes. Va lui parler. Dis-lui qu'on n'a pas besoin de produits chimiques. Dis-lui qu'il suffit simplement de le vouloir pour pouvoir décoller. Comment ça? Pourquoi je ne lui en parle pas moi-même? Mais parce que moi je ne suis qu'un livre. Je ne peux agir que sur ceux qui me lisent. Il ne viendrait jamais à l'idée de cette vie qu'il est possible de trouver un réconfort dans un livre. Je te l'ai déjà dit, je ne peux aider que ceux qui ont envie d'être aidés. Regarde-la, elle n'a pas envie de s'en sortir, elle veut simplement fuir. Viens, reprenons la route. Le troisième rendez-vous est dans un pays chaud. Te voici dans le désert de sable. Les dunes presque immobiles t'évoquent une grande nappe blanche posée sur un océan pétrifié. C'est beau si le désert, vent affleurant, rose des sables, dunes dorées. Viens, partons. J'ai encore autre chose à te montrer. Nous sommes maintenant dans un centre de recherche de pointe. Là, deux jeunes ingénieurs décontractés en pull épais, grosses lunettes et chaussures à semelles de crêpe sont en train d'assembler des casques virtuels qu'on branche sur des ordinateurs. C'est un simulateur de vol pour chasseurs de combat. Grâce à des programmes d'informatique sophistiqués, on peut avoir la sensation de voler dans des paysages artificiels aux couleurs bariolées qui défilent à grande vitesse. Des avions ennemis surgissent
Ils sont en sueur et complètement surexcités. Cela aussi m'inquiète. Tous ceux qui proposent la même chose que moi m'inquiètent. Non, je ne fais pas preuve de possessivité. Je suis seulement conscient que mon cadeau est si fabuleux que beaucoup veulent le plagier. La drogue, la religion, la connexion des sens sur un ordinateur. 3 prix très lourds pour décoller, n'est-ce pas? Tu me demandes s'il faut se méfier de tous les autres pourvoyeurs de voyage. J'aurais tendance à te répondre oui. Pourtant, en toute honnêteté, je dois dire qu'on ne peut pas non plus systématiser. Viens, je vais te montrer autre chose. Nous voici au-dessus d'une réserve d'indiens Navaros. Tu vois ce qu'accomplit leur chaman. Il choisit des plantes hallucinogènes, il les fume et son esprit s'envole. Regarde en s'envolant, l'esprit du chaman se transforme en coyote volant. Un tel exploit demande une belle éducation. Cela fait des millénaires que les chamans Navaros se transmettent ces secrets. Tu sais pourquoi ils font ça? Non, pas pour la fuite. Au contraire, pour être utile à leur groupe. Le chaman n'est ni un sorcier, ni un chef, ni un médecin. Les Navaros considèrent que tous les problèmes de la tribu et des individus proviennent d'une disharmonie avec le milieu. Alors les chamans se transforment en animaux pour plaider la cause des hommes auprès des éléments. L'esprit du chaman vient vers toi et semble impressionné. Il te demande comment tu parviens à cela. Dis-lui la vérité. Dis-lui que tu n'as pas besoin de drogue. Dis-lui que ta drogue, c'est moi, le livre du voyage, et que je te suffis. Le coyote volant hoche la tête. Mais les livres ne sont pas assez puissants, émet-il. Dis-lui que si. Dis-lui que les livres ont la puissance que leur accorde leur lecteur et que celle-ci peut être sans fin. Il te dit qu'il ne savait pas que cela pouvait être aussi facile. Il a longtemps appris, il s'est longtemps exercé avant que son cerveau et son corps sachent utiliser la fumée des herbes comme déclencheur d'envol. Il te dit qu'il essaie d'en prendre le moins possible, mais que sans les herbes, il n'y arrive pas. Il te dit qu'il regrette que jadis les grands chamans parvenaient à décoller sans drogue, juste avec des incantations. Il te dit qu'il regrette, mais que les pouvoirs chamaniques ont baissé et que lui a besoin de ce carburant. Tu vois, je te l'avais dit. Et oui, moi, le livre du voyage, non seulement je t'évite de t'intoxiquer, mais en plus, même sans initiation, je te permets de réussir ce que n'arrivent à faire que les plus grands chamans. Non, ne me dis pas merci, c'est tout naturel, c'est notre contrat. Puis la réussite de ton vol est aussi ma fierté de livre. Il est aussi agréable pour moi, en tant qu'objet, de savoir que j'ai le pouvoir d'agir sur des êtres vraiment vivants. Nous autres, esprits de papier, nous nous sentons parfois si futiles. Dépêche-toi, je vais te montrer autre chose. Nous voici au Tibet, le toit du monde. Tu vois Lhasa, la ville des lamas. Ici, des moines utilisent de longues trompettes. Elles émettent des sons qui font vibrer l'air alentour. Ce sont des vibrations graves. Elles te rappellent la voix de la terre. Un groupe de lamas médite dans de vastes salles. Tu n'as jamais vu autant d'esprits décoller ensemble. Un vrai envol détourneau transparent. Au-dessus de la ville, ils forment des rondes. Visiblement, ils maîtrisent parfaitement l'envol depuis longtemps. Sans drogue, leur esprit part en groupe pour des petits briefings au-dessus des nuages. Regarde-les, regarde leur esprit. Ils n'ont pas l'impression d'accomplir quoi que ce soit d'exceptionnel. Pour eux, c'est une routine. Leur esprit te voit, te salue, et tu les salues en retour. Tu descends dans les rues de la ville sacrée. Des soldats chinois patrouillent dans les rues de Lhasa et emprisonnent des lamas. Pourquoi font-ils ça, dis-moi? Que dis-tu? C'est de la politique. Pour moi, c'est de la jalousie. Des gens aussi libres dans leur tête, ça énerve les êtres primaires. C'est mon avis de livre, tu n'es pas obligé de le partager. Plus loin, des touristes occidentaux essaient de comprendre l'esprit des lamas tibétains. Ils leur demandent ce qui se passe durant
dû répondre que tu étais comme dans un sommeil éveillé, que tu étais dedans et dehors simultanément, que tu te laissais bercer par les phrases du livre comme un enfant qui écoute une histoire avant de s'endormir, puis qui se met à rêver de cette histoire. Non, ce n'est pas vraiment ça. Décidément, à part éclater de rire, je ne vois pas comment tu pourras décrire cette sensation. On ne peut pas expliquer le goût salé à quelqu'un qui ne connaît que le sucré. Il faut le vivre pour le savoir. Quittons le Tibet. Revenons dans les villes modernes. Te voici dans un appartement où un informaticien en gros pull est en train de fabriquer, grâce à des images de synthèse, des décors poétiques dans lesquels les gens pourront se promener en se branchant simplement sur Internet. La seule différence avec les informaticiens de tout à l'heure, c'est que dans son programme, il n'y a rien à détruire. Il ne propose qu'une glissade lente dans des paysages exotiques. Tu es songeur. Tu ne comprends pas pourquoi je te montre tout ça. Pour te faire comprendre que ce voyage est quelque chose que tous les hommes recherchent depuis la nuit des temps et que les mêmes moyens, drogue, religion, technologie de pointe, selon la manière dont on les utilise, peuvent s'avérer bénéfiques ou maléfiques. Yin, yang, magie blanche, magie noire. Je n'ai pas vraiment l'exclusivité de mon rôle de guide de l'envol. Ma particularité est de ne rien te demander en retour. Seulement un peu de temps et ton attention. Cela me semble déjà beaucoup. Et je suis conscient que cette quasi-gratuité peut en elle-même sembler suspecte. Car vous les humains, vous êtes habitués à payer cher tout ce que vous recevez de bienfaits. Non. Toujours besoin de payer, de se sacrifier, de souffrir. Et moi je te le demande. Pourquoi n'auras-tu pas le bon côté sans payer? Juste parce que, avec ton imagination, tu es capable de te l'offrir à toi-même. Reprenons de l'altitude. Cette fois-ci, nous allons dans un coin que moi seul connais. Regarde, cette faille débouche sur un cirque rocheux. C'est un coin préservé. Mais ne perdons pas de temps. Là-haut, au milieu d'un tumulte de pierres, tu distingues une cascade, un torrent de montagne. Avance. Devant nous, le torrent dégringole, tel un rideau de cristal assourdissant. Tu hésites face à ce mur d'eau en fureur, mais je te conseille pourtant de continuer d'avancer. Alors, tu distingues vaguement derrière l'eau du torrent une petite lueur. Tu traverses le torrent et tu découvres une caverne. Tu reprends ta forme humaine et tu marches vers la source de lumière. Là, tout au fond, tu trouves un homme en pagne beige assis dans la position du lotus sur un rocher. Il est immobile, il a les ongles très longs ainsi qu'une barbe de plusieurs années et de longs cheveux blancs. Sur son front, un point rouge symbolise le troisième œil. Il doit être là depuis très longtemps, car son corps semble figé dans cette posture. Tu approches, il sort de sa méditation. Il ouvre lentement les yeux. Il te voit, et tu le vois. Tu lui poses la question qui t'a toujours brûlé les lèvres. Quel est le sens de la vie? Il te fixe, adopte un air grave. Il consent